Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, au programme, il va y avoir de la fantasy, de la science-fiction, il va y avoir également du thriller, on aura également un petit graphique que je vais te présenter, et puis un roman contemporain. Si ça t'intéresse, je t'invite donc à rester, parce que je commence tout de suite avec ce thriller, qui est donc Criminal Loft d'Armel Carbonell. On est aux éditions Milady. C'est un livre qui a été publié en 2018 et c'est une autrice française. Criminal Loft va nous emmener dans un sanatorium transformé en loft. Ce loft va accueillir 8 criminels qui ont été condamnés à mort. Ils ont été sélectionnés pour participer à un jeu. Et chaque semaine, le public va devoir choisir un candidat qui retournera dans le couloir de la mort. Et au final, le dernier qui reste sera libéré. Toutes ces informations, on les apprend petit à petit et on apprend également qui est qui, puisque nous avons donc 8 criminels. On apprend ce qui les a conduits à une condamnation. Et puis, ça va nous permettre un petit peu de savoir, peut-être de trouver pourquoi ils sont là. On a une ambiance huis clos, avec donc évidemment ces criminels, je ne t'apprends rien. Et puis assez rapidement, des meurtres vont apparaître, ce qui va rendre l'histoire encore un peu plus détente et joyeuse. Donc le tout, entre ces criminels, les meurtres et ce jeu un peu malsain, et bien tout ça, ça fait bon ménage. Je te laisse découvrir évidemment la suite. C'était un pitch qui m'avait fort intéressé. En plus, j'avais lu Armel Carbonell dans Sinistra il y a quelques années. J'avais beaucoup aimé l'ambiance qu'elle avait développée et j'avais beaucoup aimé aussi l'histoire et la personnification de la maison. Donc, je me lançais ici un peu en confiance, mais j'ai été un petit peu déçue parce que pour moi, c'était pas à la hauteur de la promesse faite au niveau de l'histoire. Le jeu, donc, dont je parle ici, a pris une place moins importante et on n'en parle plus du tout, alors que finalement je trouvais que ce qui était annoncé était alléchant. Et finalement, ce jeu n'est plus qu'anecdotique parce qu'on se centre davantage sur les meurtres qui se passent dans le sanatorium. Le lieu auquel on fait référence beaucoup au début, c'est déjà aussi le titre, mais on évoque très rapidement et très souvent que c'est un ancien sanatorium, que c'est un endroit effrayant et qu'il se passe des choses. Et au final, j'ai trouvé que là aussi, il y avait peu d'importance. Pour moi, il n'y a pas d'éléments fantastiques liés à l'endroit, c'est plutôt lié aux personnes qui s'y trouvent et à ce qu'ils vivent, et pas à l'endroit. Donc j'étais un petit peu déçue parce que je trouve que là, pour le coup, le lieu a moins d'importance que prévu. Puis parfois, on tease en disant que c'est l'enfer, que c'est horrible, et bon, finalement, il y a un élément extérieur, évidemment, qui vient un petit peu titiller l'intérieur, un peu beaucoup même, mais ce qui arrive, c'est finalement un meurtre. Bref, à force de teaser, je m'attends à plus, et en fait, je suis un peu déçue quand ça arrive. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits points qui n'étaient pas très crédibles par rapport à l'histoire, par rapport au comportement de certains personnages, c'est-à-dire leurs réactions, et ce qu'ils font. Donc voilà, il y a les réactions d'une des criminels par rapport à un autre criminel, mais vu ce qu'on en dépeint, vu comment elle est, je trouve que ça ne colle pas. Voilà, et donc j'ai eu plusieurs fois ce petit sentiment-là de manque de crédibilité, et j'ai trouvé que la résolution était un peu dérangeante aussi, parce que c'était un peu trop gros aussi. Voilà, donc malheureusement, moi j'ai... Alors évidemment ça se lit tout seul, et c'est un moment de lecture qu'on peut franchement s'accorder, mais moi j'ai pas trop apprécié, vu que je suis sortie quand même régulièrement de ma lecture, eh bien c'était un petit peu une déception pour moi, voilà pour Criminal Loft. Et puis j'étais dans l'ambiance quai du polar, parce qu'au moment où je lisais ces 2 livres, j'étais à Lyon, et au quai du polar, donc j'avais envie finalement de lire principalement ça. J'ai donc enchaîné avec Fête fatale, qui est un thriller de William Katz. Il est états-unien. La version originale a été publiée en 1984 et la version française seulement en 2013
aux éditions France Loisirs. Je ne sais plus comment je suis tombée sur ce livre, il me semble que j'avais lu le résumé il y a très longtemps, ça me restait en tête, et puis un jour, voilà, je suis tombée dessus. Et dans ce thriller, on va suivre Samantha, qui est mariée à Marty. Pour ses 40 ans, elle veut lui organiser une fête surprise et retrouver les amis du passé de Marty pour les y inviter sans qu'ils soient au courant. Mais elle n'est pas prête pour ce qu'elle va découvrir. Voilà, alors le pitch aussi est assez sympa et m'avait plu, mais il y a un gros mais ici aussi. Pour moi, l'écriture de ce thriller était assez plate, assez simpliste. Il y avait énormément de stéréotypes, de clichés, surtout sur les femmes. Parfois c'était en négatif, parfois en positif aussi, les choses fragiles à défendre. Enfin, bon, voilà, c'était assez désagréable quand même et je tiquais assez souvent. Ensuite, je trouvais qu'il y avait énormément d'éléments qu'on voyait venir et ça prenait beaucoup de temps parce que le temps que Samantha le découvre, nous, on avait déjà compris depuis longtemps, donc c'était un peu insupportable à ce niveau-là. Si les révélations ne sont pas surprenantes, il ne reste pas beaucoup de choses. Ensuite, j'ai trouvé ça aussi assez long parce qu'il y a peu de rebondissements, sauf un qui n'est pas très crédible non plus. Bon, voilà, c'est un peu le maître mot de celui-ci. Peu de crédibilité puisque je trouve que les personnages ne sont pas non plus très crédibles. J'y croyais pas du tout. Et donc heureusement que c'était assez court, mais malheureusement moi je n'ai pas su rentrer totalement dedans et adhérer à l'histoire. Donc voilà, tu l'as compris, je n'ai pas trop aimé cette lecture non plus. On va passer à autre chose, mais au moins ce résumé ne me restera plus en tête puisque je l'aurai enfin lu. Et puis bon, peut-être qu'il peut trouver son public, je le dis à chaque fois, mais c'est pas parce que je n'aime pas un livre que toi tu ne peux pas l'apprécier, donc fais-t'en ton propre avis. Ensuite, je te présente un livre d'imaginaire qui s'intitule L'agneau égorgera le lion, tout un programme. C'est donc publié aux éditions Argile en 2024, illustré par Anouk Faure, puisqu'il illustre en fait toute cette collection, c'est la collection Récif, et ça a été écrit par Margaret Killjoy. Dans cette histoire, donc c'est un premier tome d'une duologie, c'est un court texte, ça il faut le dire aussi. Et donc cette histoire va nous plonger dans une petite ville qui s'intitule Freedom, avec un bel accent. Cette ville se situe aux États-Unis et c'est là que va débarquer Daniel qui veut comprendre pourquoi son meilleur ami est mort. C'est à Freedom que son ami habitait et c'est là qu'il y est décédé. Donc elle s'y rend parce qu'elle veut connaître et comprendre la particularité de cette ville et dénouer, apprendre ce qu'il s'est passé pour son ami. Quand Daniel s'y rend, on apprend assez vite que c'est une ville très particulière parce que c'est une ville indépendante et anarchiste. Au niveau de ce livre, j'ai trouvé énormément de qualité. Moi, j'ai beaucoup aimé les idées qui étaient véhiculées parce que le fait d'être dans ce système autonome sur base des valeurs de confiance était très rafraîchissant et montrait vraiment autre chose. J'ai retrouvé aussi cet univers et ces éléments dans Un pays de fantômes de la même autrice, que j'avais bien aimé aussi, mais j'avais trouvé des éléments un petit peu plus négatifs, entre guillemets. Ici, en tout cas, c'est un système qui nous laisse à penser, qui nous montre que finalement, on pourrait peut-être faire autre chose que ce qu'on connaît. Ensuite, moi, j'ai bien aimé une intervention du fantastique, de la fantaisie, qui va représenter la force, le pouvoir, la morale. Et donc voilà, je ne peux pas en dire trop, mais je trouve que cet élément est assez habile pour nous faire poser des questions assez pertinentes sur ce système, justement, et remettre en question certains aspects. Et puis, c'est un livre qui va dénoncer aussi, que ce soit les systèmes totalitaires, les forces de l'ordre, l'abus de pouvoir, les violences policières aussi, les prises de pouvoir par la force, entre autres. Donc il y a vraiment beaucoup de choses et j'en passe évidemment. Donc tout ça fait que le fond est vraiment appréciable, intéressant et assez puissant. Pour moi, j'ai eu l'impression quand même malheureusement que c'était un peu trop esquissé. Surtout le système anarchique où on nous dépeint 2-3 éléments pour nous montrer un peu comment c'est véhiculé, comment ça vit. Mais ce n'est pas assez creusé, je trouve, pour qu'on puisse totalement appréhender ce système et le concrétiser, finalement.
En tout cas, moi, j'avais envie d'avoir plus de détails de comment ça fonctionne, de comment ils l'ont mis en place et comment ça tourne. Donc voilà, un petit regret, mais parce que c'était intéressant finalement. Et puis j'ai trouvé aussi que c'était un petit peu court et donc on ne pouvait pas toujours approfondir, on accélérait sur certaines actions ou certaines choses. Donc voilà, alors c'est un tome 1, donc je vais lire évidemment le tome 2 parce que j'ai envie d'en savoir plus, mais ce sont un petit peu les points que j'ai repérés et qui font que ce n'est pas une lecture dinguissime, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture et finalement... Allez, on va dire une bonne introduction, donc j'attends de me faire une idée avec le tome 2 et puis après je pourrai avoir une idée, une vision globale de la duologie. Voici le livre contemporain que j'ai lu. Il a aussi une petite histoire parce que, donc là c'est Femmes en colère de Mathieu Ménegaud, on est aux éditions Le Livre de Poche, il a été publié en 2021 et j'ai acheté ce livre au Quai du Polar, donc j'ai une petite dédicace de l'auteur. Et c'est vrai que j'ai eu très envie de le lire très rapidement. Donc évidemment, tu vois ce topo longtemps après le Quai du Polar, mais en fait, j'ai lu dans la foulée du Quai du Polar Femmes en colère. L'auteur va nous parler de Mathilde qui s'est fait violer. Elle décide de se venger et à la suite de quoi elle se retrouve emprisonnée. C'est donc son procès que nous allons suivre dans ce livre d'un point de vue externe, mais en alternance avec le point de vue de Mathilde et ses réflexions. Donc d'un côté, on va avoir comment est-ce que Mathilde évolue, ce qu'elle pense de ce qui lui arrive et de comment est-ce qu'elle va se développer psychiquement. Et puis, le point de vue externe va être dans les coulisses du procès avec les témoins principalement, pour voir un petit peu comment ça avance au niveau donc juridique. Les enjeux du roman sont très clairs parce qu'on va être sur des questions morales, des questions éthiques et des questions de vengeance. On va être sur des questions à savoir est-ce que c'est de la barbarie, est-ce que c'est de la légitime défense, est-ce qu'on peut se venger, est-ce qu'on peut se faire justice soi-même, est-ce qu'on peut avoir foi en la justice. Et ça, voilà, je ne t'en dis évidemment pas plus parce que, à nouveau, c'est un ouvrage assez court. Et puis, j'aime évidemment que tu découvres la plupart des choses sans que je te les révèle. Ce qui n'est pas facile parce qu'on a parfois envie d'en dire beaucoup plus, mais on doit se restreindre. Je trouve que l'écriture de Mathieu Ménegaud est très précise aussi. Elle m'a touchée, même s'il met de la distance avec ce point de vue des témoins, etc. Et son côté journalistique également. Donc pour moi, il y a un très bon équilibre entre l'émotionnel ou l'affect qu'on peut ressentir et en même temps l'intellect qui est touché et qui nous parle. Ce que j'ai adoré, c'est que ce roman va nous renvoyer de la première à la dernière page à nous-mêmes quant au choix que nous aurions fait si nous avions été à la même place que Mathilde. Et ça, c'est quand même une prouesse de nous poser ces questions à longueur de temps. On se demande aussi qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait été juré. Donc ça pousse à la réflexion et j'aime beaucoup ça. Pour moi, ça aurait été vraiment un très très grand livre, mais il y a une petite fausse note qui est pour moi la fin. J'ai trouvé que c'était vraiment dommage parce que le parti pris de l'auteur, eh bien moi, ne m'a pas plu et a changé la teneur et l'ampleur de l'histoire, malheureusement. Voilà, je serais très intéressée de savoir si tu l'as lu, si tu partages aussi mon avis, ou si toi, tu as été conquis par cette fin. Voilà, pour Femmes en colère. Puis je me rends compte que c'est un peu un topo moyen, parce que j'enchaîne avec L'Automate de Nuremberg de Thomas D., qui a été publié en 2024. Ici, on est aux éditions Le Bélial, dans leur collection Une heure lumière. C'est un auteur français. Et dans ce court récit, à nouveau, c'est l'histoire d'un automate qui, en 1824, à la chute de Moscou, veut retrouver son père parce que dans les événements politiques dans lesquels il se trouve, il est libéré et donc il part à la recherche de son père pour lui demander s'il a une âme. Donc, c'est un démarrage en force que j'ai adoré dans un premier temps. L'écriture était très intrigante, il y avait beaucoup d'idées qui étaient aussi
chouette à creuser, dans le sens où se demander si un automate a une âme, pourquoi est-ce qu'il se demande cela et est-ce qu'il va pouvoir avoir une réponse, j'étais conquise. Et puis, il y a un basculement parce que je pense que ce n'est pas trop un spoil. En tout cas, le père décède avant que Melchior, qui est le nom de l'automate, le voie. Et donc, Melchior décide à ce moment-là de voyager. Et là, il se passe vraiment plein d'autres choses. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai pas du tout compris la tournure des événements. Je n'ai pas compris la fin non plus. Je n'ai pas trouvé l'utilité des avancées de l'histoire. Il y avait beaucoup de digressions un peu historiques que je ne trouvais pas très pertinentes non plus. On se perdait, on creusait des aspects, mais par contre, il y en avait d'autres qui n'étaient pas creusés, qui m'intéressaient davantage. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de choses à en dire parce que, honnêtement, avec le résumé et ce que j'en ai pensé, finalement, on balaye pas mal de choses. Moi, je n'y ai pas retiré grand-chose et j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt à cette lecture. Donc, si toi, tu as repéré d'autres choses qui nécessitent finalement peut-être une deuxième lecture, parce que ça arrive, ben, je suis preneuse. Parce que là, je n'ai pas compris. Puis j'ai lu de la fantaisie avec le deuxième tome de la série Scholomance. Ici, le tome s'intitule Promotion funeste. C'est aux éditions J'ai lu. C'est publié, en tout cas pour la version française, en 2023. Et c'est donc Naomi Novik qui a écrit cette série. J'ai déjà lu pas mal Naomi Novik, outre donc le premier tome. J'ai également lu Déracinée et également La fileuse d'argent. C'est une écriture que j'aime beaucoup et ce sont des univers qu'elle développe que j'apprécie également. Dans ce tome 2, eh bien, je ne peux évidemment pas tout expliquer, tu trouveras ça normal. Donc, je dois revenir au point de départ. Donc, quand on commence la série, on va arriver à Scholomance, qui est le nom de l'école. C'est totalement une Dark Academia. Donc, on arrive à Scholomance et c'est une école de magie pour adolescents, pour sorciers, futurs alchimistes. Mais la particularité de cette école, c'est qu'au lieu d'apprendre les différentes matières scolaires en toute sécurité, eh bien, les élèves de cette école n'en sortent pas indemnes parce que il y a des monstres, des entités négatives qui rôdent dans les couloirs, dans les salles de classe, dans les dortoirs et qui peuvent aller jusqu'à tuer les élèves. Donc le danger est partout et comme c'est connu, c'est intégré, il n'y a pas de solidarité non plus. C'est du chacun pour soi. Ça, c'est la devise de cette école parce que c'est vivre ou mourir. On va suivre plus précisément l'héroïne qui s'appelle Elle et cette élève va réaliser en fait facilement les sorts les plus compliqués. Mais à l'inverse, les plus simples lui demandent beaucoup d'efforts et c'est plus compliqué pour elle. Donc évidemment, le tome 2, c'est la suite. Tu vas retrouver une ambiance, comme je le disais, Dark Academia. On est dans une fac, université, avec de l'apprentissage, une école de futurs sorciers, dans cet esprit de livres, de bibliothèque. En même temps, c'est un roman d'apprentissage parce que notre héroïne va être confrontée à elle-même et aux autres élèves. C'est donc un roman que je trouve entre un young adulte et un adulte parce que, moi je ne l'ai pas trouvé problématique. J'ai trouvé qu'un adulte pouvait évidemment lire, mais vu l'âge des protagonistes, vu les réflexions et leurs enjeux, on est quand même aussi dans une lecture un peu plus young adulte. Je trouve que l'écriture de Novik est assez dense, donc c'est très détaillé. Alors parfois c'est un peu inégal parce qu'on oscille entre des moments très rythmés avec pas mal d'action, on avance beaucoup dans le récit, et puis on s'appesantit pendant 100 pages sur une journée de cours. Donc voilà, je trouve que parfois ça c'est pas très équilibré, et il y a des petits problèmes de rythme à mon sens, parce que moi j'ai ressenti des longueurs. C'est parfois un peu trop axé sur les actions, les réalisations de sorts et les relations entre les élèves. Et c'est un petit peu ça qui me fait pencher la balance pour dire que le public cible, ça peut être de plus jeunes. Il y a des notions qui sont éminemment intéressantes, comme les inégalités sociales. Il y a également tout ce qui est le besoin de sororité. Il y a l'acceptation de soi, la différence. Donc voilà, ce sont des thèmes qui sont
chouettes à aborder, enfin qui sont bien abordés et qui sont très intéressants. Globalement, c'est une chouette série. Dommage que ce soit un peu inégal dans le rythme et dans les actions, parce que sinon, c'est un temps de lecture agréable. Il y a un tome 3 que je lirai parce que j'ai envie de savoir ce qu'il va se passer pour nos protagonistes. Donc voilà, c'est sympa. Et bon, j'avais envie de terminer ce topo avec quelque chose d'un peu plus positif, qui rattrape un petit peu les autres ouvrages en termes d'appréciation de lecture. Et donc je te présente En lutte, qui donc fait partie de la série Les Reflets du Monde de Fabien Toulmé. On est aux éditions Delcourt Ancrage. Dans ce livre, publié en 2022, Fabien Toulmé va illustrer les luttes dans le monde. Alors évidemment, il ne peut pas être exhaustif, donc il va choisir 3 voyages, 3 récits de résistance populaire, 3 histoires d'humains en lutte. Je lis la 4e de couverture, mais je trouve qu'elle parle très bien de ce que raconte ce livre. On va avoir donc 3 histoires, et pour chacune d'entre elles, il va y avoir un portrait, et c'est le portrait très appréciable d'une militante. Il constate souvent que ce sont les femmes qui sont au cœur de lutte, et ici il met en avant une protagoniste femme, puisque c'est chaque fois une femme qui détient, qui coordonne, qui dirige le mouvement de ce qu'il présente. On va partir au Brésil, au Liban et au Bénin. À chaque fois, l'auteur a une démarche très intéressante parce qu'il va à la rencontre des militantes, des habitants, il interviewe et donc il rend la voix aussi à ces personnages et il se met lui-même en scène, interviewant, voyageant. On a ses différentes réflexions, on a les avancées de sa connaissance sur les différentes luttes, ses petits traits d'humour, donc c'est très vivant, ça nous le rend proche, on a l'impression de connaître Fabien Toulmé au travers de cette bande dessinée, enfin de ce graphique, c'est agréable. Et en même temps, il essaye de décortiquer et d'y voir un peu plus clair sur comment est-ce qu'une lutte peut se manifester, pourquoi, comment est-ce qu'on peut faire vivre cela. Donc moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette bande dessinée parce que je l'ai trouvée d'ailleurs très inspirante et ces différentes luttes aussi. On nous apprend beaucoup de choses, on apprend également les différents contextes politiques de ces 3 pays, les enjeux sociaux, on y parle évidemment des droits des femmes. C'est un ouvrage qui va dénoncer, mais en subtilité, en gros, il n'a même pas besoin de le dire puisqu'on évolue avec lui. Et alors il le dit, mais je veux dire, qu'en voyant, en découvrant ce que lui voit, on se pose ces questions-là aussi et on peut regretter certaines choses, condamner d'autres choses. Donc voilà, ça dénonce via ce portrait et sans qu'il ne juge. Il y a beaucoup de faits qu'il met donc en lumière et il nous fait prendre conscience que c'est grâce à certains et grâce au combat de certains qu'il y a des avancées et donc voilà, c'est important de ne pas perdre ça de vue et de continuer finalement à lutter. Il y a aussi beaucoup de tendresse dans le regard qu'il a sur les différentes personnes qu'il croise. On a la petite histoire dans la grande histoire, ça j'aime toujours énormément quand un auteur fait ça. Et puis il a une volonté de montrer la pluralité, ce que je trouve très intelligent. Il ne s'aveugle pas non plus sur le fait que ce n'est pas exhaustif ou qu'il ait tout compris, ou voilà, il est très humble, il est très honnête intellectuellement aussi. J'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance parce que les couleurs sont très agréables. C'est proche de ce qu'on voit au niveau de la couverture et au niveau des tons. Ça dépend un petit peu de ce qu'on y trouve parce que dans chaque histoire, on a un présent et un passé. Et il y a une couleur pour le présent, une autre couleur pour le passé et on reste dans ces gammes chromatiques. Donc j'aime beaucoup. Ce sont de bons choix, de beaux choix de couleurs. Pour moi, c'est une bande dessinée d'utilité publique. D'ailleurs, ma fille de 11 ans l'a lu, l'a beaucoup appréciée aussi. Et voilà, je comprends pourquoi, parce que c'est une BD qui est, à mon sens, assez universelle. Donc, excellente lecture, excellente bande dessinée qui clôt le topo sur une belle note. J'espère que tu as quand même pris plaisir à écouter ce topo, même si je n'ai pas apprécié toutes les lectures. N'hésite pas à me dire si une des lectures t'a intéressé. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, évidemment, je te souhaite que le plaisir de lire soit avec toi.